Et bienvenue à tous, c'est Thomas d'ITWN et aujourd'hui on se retrouve dans le sud de la France pour parler ensemble d'une espèce de fourmi. Il s'agit de la Crématogaster scutellaris, une petite fourmi à la tête rouge et avec l'abdomen en forme de cœur. Mais avant de vous en parler un peu plus, je vous propose de regarder le générique. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui on va parler d'une espèce qui s'appelle en fait la fourmi charpentière linicole ou la fourmi linicole. Alors elle a plusieurs noms en français mais c'est ces noms-là qu'on va utiliser tout le long de cette vidéo. Son nom latin, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, il s'agit de la Crématogaster scutellaris. Cette fourmi en fait est très présente dans le sud de la France et vous allez voir, elle a quand même quelques particularités assez atypiques. Pour remettre en clair de ce que c'est en fait une fourmi, on va se rappeler qu'une fourmi, elle fait partie de la famille des Fourmicidés. Cette famille des Fourmicidés fait en fait partie de l'ordre des hyménoptères. Rappelez-vous, les hyménoptères, ce sont en fait des insectes, un groupe d'insectes qui reprennent en fait les bourdons, les guêpes, les abeilles et les fourmis. Toutes les fourmis sont en fait comprises dans la famille des Fourmicidés, dont notre Crématogaster scutellaris. Alors, pourquoi je décide de parler en fait de cette fourmi? En fait, contrairement aux autres fourmis, elle va avoir une biologie assez intéressante. D'habitude, quand on cherche des fourmis, on va venir soulever des pierres pour en fait venir chercher les différentes colonies. Mais cette fourmi, elle va fonder ses colonies dans des endroits un peu particuliers. En fait, ce sont des fourmis dites arboricoles qui vont venir en fait faire leurs colonies dans du bois mort. Que ce soit en fait dans des arbres à moitié morts ou dans des souches abattues. Mais du coup, point intéressant, si elle se trouve dans le bois mort, eh bien, ça veut dire aussi qu'on peut retrouver dans les poutres des maisons. Car oui, cette fourmi-là, on peut aussi les retrouver dans les maisons, et ce n'est pas rare ici dans le sud de la France. L'aire de répartition de cette fourmi, en fait, s'étend un petit peu sur tout le bassin méditerranéen, et en règle générale, sur le nord de l'Afrique, et un petit peu partout dans le sud de l'Europe. Revenons à la biologie de notre fourmi. Eh bien, cette fourmi va en fait venir vraiment creuser dans ses bûches et venir fonder leur colonie. Alors au niveau des colonies, c'est quand même la plupart des fourmis, on va avoir plusieurs milliers d'individus. Comme toutes les fourmis, notre fourmi linicole, elle va en fait être sociale. Alors, comment ça va se passer la fondation de la colonie? Eh bien la reine, elle va prendre son envol de septembre à octobre pour venir fonder une nouvelle colonie. Alors en général, les colonies sont en fait monogéniques, donc c'est-à-dire en fait qu'il n'y a qu'une seule reine pour l'ensemble de la colonie. Mais certains cas, il va y avoir en fait des oligogénies qui sont en fait une collaboration entre plusieurs reines pour venir fonder la colonie, mais les différentes reines vont être agressives entre elles. C'est ce qui est écrit dans le... C'est ça, je sais pas si elle se tue ou pas. En fait, si elle, c'est plus pléométro ça, quand il y a une qui turn up pour... donc oligogénie, c'est juste en fait, en gros... c'est une pléométro, en fait c'est un peu compliqué, il me semble qu'oligogénie c'est une pléométrose qui dure plus longtemps qu'une vraie pléométrose. Ok, donc on peut dire qu'oligogénie en fait elles sont, il y a un mutualisme entre les différentes reines, ouais. Mais en gros c'est un petit peu... on peut dire que ça s'apparente à la pléométrose. Ouais, donc en fait c'est juste les reines qui s'entraident mais moyen quoi, elles sont pas contentes. Quoi. Ouais. Donc il est possible que certaines colonies soient oligogènes et en fait les différentes reines vont venir se rassembler pour fonder la colonie, mais il va y avoir une certaine agressivité entre ces différentes reines. Alors au niveau de cette colonie, il y aura beaucoup moins de castes que la plupart des fourmis. Alors rappelez-vous de mon ancienne vidéo sur les fourmis des bois où j'y parlais des castes. La plupart des temps quand on parle de caste, on va imaginer en fait les ouvrières, les soldats, les reines et les princes. Si on va être un peu plus précis, ça va être en fait les minors qui sont dites ouvrières, les majors qui sont dits les soldats, et les médiums qui sont un compromis entre les deux. Et on va retrouver évidemment la reine et les princes, etc.
Dans cette espèce de fourmi, en fait, le caste major est en fait très peu présent, on voit inexistant, car en fait, la morphologie générale de ces fourmis sont en fait un petit peu plus uniformes, et on va retrouver plutôt des minors, ou alors parfois, on va dire quelque chose qui pourrait ressembler à des médiums, mais apparemment, il n'y aura pas forcément de major visible. Alors, pour parler un petit peu de la description un petit peu plus précise, on a une fourmi qui fait un petit peu plus ou moins 7 mm ou qui peuvent être un peu plus petites. Elles ont pour la grande partie la cuticule entièrement noire, à l'exception de la tête, qui a une coloration un petit peu rouge brique ou voire un petit peu plus dénuée de jaune, et la forme de l'abdomen qui est en forme de cœur. Et si on observe bien, entre ce qu'on appelle le thorax et l'abdomen, même si ces deux noms ne sont pas bons pour les hyménoptères parce qu'on va plutôt parler de mésosoma et de métasoma, entre ces deux éléments, la jonction, on va retrouver en fait une petite pointe qui est en fait l'écaille. Cette petite écaille, en fait, c'est simplement un trait commun chez toutes les fourmis. Toutes les fourmis de la famille des Formicidae, donc en fait toutes les fourmis, possèdent cette écaille et c'est comme ça en fait qu'on peut reconnaître une fourmi de d'autres types d'hyménoptères qui peuvent ressembler à ces fourmis. Comme autres hyménoptères qui peuvent ressembler aux fourmis, je pense par exemple aux mutilidés qui sont en fait des genres de guêpes parasites de bourdon qui ressemblent très fort aux fourmis. Je vous mets une petite photo pour comparer. Mais la différence, ces mutilidés comparés aux fourmis n'ont pas d'écailles et les fourmis, elles, ont leur petite écaille entre l'abdomen et le thorax. Alors, où on peut retrouver ces fourmis? En fait, on va venir chercher un petit peu dans le bois mort, vu que justement, elles font leur colonie dans le bois mort. On peut regarder sous les écorces des vieux arbres ou alors près des habitations qui comprennent du bois mort. Typiquement, les fourmis que vous voyez à l'écran, moi, je les ai trouvées près d'une résidence où en fait on les voit en colonne. Et ce comportement où on voit les fourmis en colonne, c'est assez commun chez toutes les fourmis. Ce sont simplement en fait des trajectoires effectuées par une ouvrière initiale qui a simplement lâché des phéromones. Donc ce sont des molécules servant à la communication chez les insectes. Les différentes ouvrières vont simplement suivre cette ligne de phéromones pour venir en fait suivre un chemin. Et ce chemin peut par exemple mener à de la nourriture ou à différents points stratégiques que les fourmis ont choisis. Et en fait, ces phéromones, elles sont captées comment? Elles sont captées avec leurs antennes. Parce qu'en fait, les antennes des insectes, c'est un petit peu comme notre nez. Elles servent en fait à plein de choses, à palper leur environnement, à sentir les différentes choses et à en fait repérer différentes molécules. D'ailleurs, quand deux fourmis se rencontrent, ça, on peut le voir sur les images, on voit qu'elles elles se touchent au nez avec les antennes pour simplement prendre une prise d'information ou pour simplement contrôler l'identité de l'individu qui est en face d'elles. Mais ce comportement-ci, il est un petit peu commun chez toutes les fourmis. Par contre, au niveau de la biologie, quelque chose qui est intéressant chez celle-là, rappelez-vous quand je vous parlais de nourriture, généralement, quand les fourmis prennent capture des insectes pour les manger, elles vont pas directement s'en nourrir, c'est plutôt pour nourrir les larves qu'elles ont besoin d'un grand apport en protéines. Les adultes vont plutôt se nourrir en fait de substances sucrées. Et rappelez-vous, pareil dans la vidéo des fourmis des bois, la plus grande source de matière sucrée qu'on peut retrouver chez les fourmis, elles vont en fait utiliser le miella des pucerons, donc cette substance sucrée que les pucerons rejettent à l'arrière de l'abdomen. Donc ça, c'est un comportement assez commun chez les fourmis, mais nos crématogastères, elles font quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que à l'approche des températures basses, donc à partir de fin octobre jusqu'à février, elles vont faire en fait ce qu'on appelle une diapause, donc c'est simplement entre guillemets une pause d'hibernation où la colonie va en fait se développer un peu moins forte, ou ça va être en fait simplement une phase de repos pour attendre le retour du beau temps pour que la colonie se redéveloppe dans des bonnes conditions. Mais ici, elles ont besoin de se nourrir ces fourmis. Et elles ont trouvé une petite astuce, elles vont en fait simplement prendre ces pucerons et les accompagner près de leur colonie, simplement en fait pour en faire des réserves et pour venir continuer à nourrir ces pucerons pour venir subtiliser le miella, donc cette substance sucrée indispensable pour les adultes. Après certaines documentations, on dit qu'elles gardent ces pucerons près de galles qui sont comportées dans les chênes. Mais d'autres sources disent aussi qu'on peut le retrouver directement dans les nids. Pour ce point clé, je n'ai pas trop d'informations et comme je ne veux pas trop vous dire de bêtises, je préfère rester neutre à ce sujet. Ça semble bien pour le moment. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Perso, j'ai lu que les pucerons, c'était pas seulement pendant la diapause, mais ça pouvait être un peu pendant toute la vie de la colonie. Ah oui, c'est ça que je veux dire, c'est juste pour toi l'hiver qu'elle les garde. Mais tu dis même en été, elle les garde? Des fois.
Bah, j'ai entendu, enfin j'ai déjà lu, Ouais. quand on était, elles les gardaient. Des Et alors, ces fourmis-là, on va les retrouver dans quel climat? Bah, il faut savoir que ces fourmis-là, elles apprécient en fait un climat assez sec. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve ici particulièrement dans le sud de la France. En fait, elles ont vraiment besoin de températures qui sont en fait dépassent les 15 degrés et avoir une hygrométrie assez basse. Et du coup, en fait, ces fourmis-là sont aussi connues pour autre chose, bah, en fait, simplement pour l'élevage. Car beaucoup d'éleveurs de fourmis, en fait, possèdent ces fourmis, et en fait, elles sont simplement très attirantes d'un point de vue morphologique, dû à leur abdomen en forme de cœur et à leur tête relativement rouge. Et en fait, ce sont aussi simplement des fourmis qui s'élèvent plus ou moins bien, car elles ne sont pas trop difficiles en hydrométrie, et les températures sont assez faciles à garder, car une température ambiante peut largement suffire. Même si d'un certain point de vue, on peut évidemment les chauffer, mais je ne pense pas que ce soit non plus très utile. Ça, je vous renvoie à d'autres vidéos évidemment sur le sujet que je mettrai en description. Ouais. On a une en tête d'un Belge, la fourmi gauloise. Ah, je connais pas, moi, c'est fourmi des plaines ou Il y en a plein. en fourmis. Ouais, oui, c'est en Ouais. fourmi, je crois que ça il y a un truc. Ouais, mais du coup, la diapose est obligatoire même en élevage, hein, parce que sinon, toutes Ouais, les colonies, ouais. soit elles meurent, soit Ah elles... ouais, ça évidemment. Alors évidemment, comme toutes les fourmis européennes en élevage, la diapose est assez obligatoire à faire, car si on ne fait pas de diapose pour les fourmis, bah évidemment on rompt un petit peu le cycle naturel et les fourmis en fait vont simplement s'affaiblir et ça peut mener soit à un dysfonctionnement, soit carrément à la mort de la colonie. Donc ça en élevage, bah, généralement on essaie de garder pendant la période naturelle qui sert en fait à la diapose, on essaie de les mettre dans un endroit un peu plus frais pour reproduire en fait les conditions de l'abaissement de la température en extérieur. Généralement garage ou frigo. Oui, c'est ça. Généralement, garage frigo, ce sont en fait les deux meilleures options pour faire une diapo chez les fourmis. Le truc rouge qui dit plus de batterie en haut à droite, c'est normal? Ouais, on va faire la conclusion. Hein. Ouais. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette espèce de fourmi. Donc vous inquiétez pas, des fourmis, je vais en reparler encore sur cette chaîne, car c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Mais d'ici là, en attendant d'autres vidéos, moi je vais vous laisser. C'était Thomas DTWN, mais en attendant plus de contenu, continuez à rester curieux, car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao!